Notre métier, c'est donc le développement et la mise à disposition, comme je l'ai dit, d'outils de diagnostic, aussi simples que possible à utiliser, donc rendant un réel service pratique, aussi bien dans le domaine biologique, donc la clinique, où on va détecter un virus, une famille de virus ou une bactérie, ou alors les anticorps, c'est-à-dire l'expression sérologique de ces contacts avec des attaques provoquant des maladies, ou les aspects alimentaires. Dans le domaine, par exemple, de l'allergie, on va détecter la présence d'un allergène. On parle beaucoup du gluten, donc de la gliadine, mais on va aussi détecter l'expression dans le corps, donc au niveau des IgE, des immunoglobulines de type E, ou, et ce sera le thème aujourd'hui, les immunoglobulines de type G, qui sont un petit peu moins connues, mais comme vous le verrez, ont une incidence assez sérieuse, notamment sur l'obésité, mais d'une façon générale, sur un sujet dont on a beaucoup parlé ces quelques jours, les problèmes inflammatoires. Donc, au niveau de ma présentation, principalement, et c'est ce que m'avait demandé Dr Robin, je vais présenter les résultats d'une étude relativement récente, puisqu'elle a fini en fin 2008, montrant les liens entre les allergies de type 3 et la prise de poids, le surpoids. Donc je présenterai, ce sera le cœur de ma présentation. Au préalable, je vais revenir sur certains concepts, je m'en excuse, ce sera des répétitions par rapport à des choses certainement que vous connaissez ou qui ont été dites au cours de ces jours, mais ce sont les principes de base sur lesquels on s'appuie pour présenter nos outils de diagnostic et sur lesquels aussi les thérapeutes doivent s'appuyer lorsqu'il s'agit de faire la pédagogie. On a vu qu'il y avait beaucoup de psychologie autour de l'alimentation et ça fait partie des choses. Aussi, et je le redirai en conclusion, on ne prétend pas avoir la solution à tous les soucis, notamment en matière de surpoids et en matière alimentaire. On est une pièce du puzzle et c'est tout. En matière justement d'inflammation, vous avez là la liste. On ne va pas dire que tout est inflammatoire, mais beaucoup de choses qui s'expriment vont être de nature inflammatoire. Notamment, j'étais heureux de l'entendre, que l'obésité, c'est une forme d'inflammation, bien sûr, le cancer. Tout ça, si vous voulez, ce sont des choses qui peuvent rentrer dans la famille des symptômes maladies inflammatoires. Et ce que l'on va traiter avec l'allergie de type 3, dont je développerai après le concept, c'est l'inflammation chronique, c'est-à-dire le résultat d'une exposition répétée. Donc il est important, lorsqu'on parle d'inflammation, je dirais qu'il y a deux grandes approches. C'est comme par rapport à un feu, c'est traiter le feu ou traiter la source du feu. Donc l'exposition et donc l'origine de l'inflammation, c'est sur quoi on va travailler avec, bien sûr, une sorte de travail d'investigation. On a parlé de polluants, donc dans l'environnement général, mais aussi chez soi. On a tendance à oublier que des moisissures, on a parlé de peinture ou autres, peuvent être la cause de maladies chroniques. Et donc c'est un travail d'investigation qu'il faut faire dans ce cas-là, de questionnaire, mais aussi de dosage à tout niveau. Les amalgames dentaires, notamment donc les métaux lourds, il existe des moyens de mener l'enquête, de savoir s'il y a des relargages. Et là aussi, ce sont jamais des relargages violents et uniques, mais dans le temps, donc chroniques, qui entraînent les mêmes symptômes d'allergie et donc d'inflammation. On a parlé de flore, de déséquilibre au niveau de la flore, de dysbiose, présence de candida, tout ça sont des facteurs. Mais bien sûr, les aliments vont être une des causes principales, on pense, de problèmes inflammatoires. Juste une question de définition, puisque dans le titre, il s'agissait de lier l'allergie et le surpoids. Professeur Le Cerf hier a parlé d'études récentes sur les IgE, donc c'est ce qu'on appelle l'allergie classique de type 1, que vous connaissez, je pense bien, allergie que je définirai ensuite. Là, on parle non pas d'intolérance, de pseudo-allergie, comme par exemple les allergies ou les intolérances enzymatiques, mais on parle d'allergies de type 3. Je dirais un mot à la fin aussi des allergies de type 4, qui sont d'autres expressions, mais principalement, je vais parler d'allergies de type 3, avec des symptômes qui se superposent, des prédispositions aussi qui vont se regrouper. Très souvent, on va faire de l'asthme, on va faire de l'allergie, tout cela va se mélanger. Mais principalement, l'allergie de type 1, donc, que l'on révèle par IgE, dosage IgE, c'est quand même ce qui est le plus pratiqué au niveau clinique. C'est une pathologie de type aigu qui va s'exprimer très rapidement,
que l'on perçoit. C'est très grave puisqu'on va au l'œdème de Quincke, comme vous le savez, on va libérer de l'histamine et on va donc finir par étouffer. Ou on va simplement développer un problème cutané. Mais c'est l'allergie classique de type 1, ce n'est pas sur quoi on travaille, en tout cas dans le cas de l'étude qu'on a faite. L'allergie de type 3, elle est beaucoup plus difficile à cerner, subaiguë, avec des manifestations retardées, liées justement au transit intestinal. On va avoir des manifestations jusqu'à 3, on a vu plus, 4, 5 jours. C'est-à-dire l'aliment ingéré le lundi va s'exprimer ou va entraîner une réaction le jeudi, voire le vendredi. D'où la difficulté de relier cet aliment aux symptômes que l'on subit. D'où la nécessité aussi d'avoir un diagnostic sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour justement aller à la source. Donc, la présence d'IgG spécifique alimentaire, et dans ce que l'on va présenter aujourd'hui, il s'agit de 270 aliments testés, dans la version du test la plus complète, on peut réduire, va entraîner une réaction immunitaire. C'est-à-dire le corps va s'exprimer de la même façon qu'il peut s'exprimer avec son armée immunitaire, de lymphocytes, par une réaction, une production donc d'anticorps qui va pouvoir être marquée et qui va entraîner une réaction inflammatoire. On a parlé beaucoup de perturbations intestinales qui va déclencher une inflammation. Donc les aliments vont contribuer à cela, mais pas que les aliments. Il va y avoir beaucoup de facteurs. Je ne vais pas revenir sur tous ces facteurs, mais on en a parlé, les polluants, la flore, la dysbiose, tout ce qui nous entoure, mais aussi l'historique, la génétique, l'âge, beaucoup de facteurs qu'il faut intégrer justement en tant que patient lorsqu'on traite ce genre de problématiques. Donc c'est vrai que l'approche que l'on a sur les IgG n'est pas une révolution en soi. On pratique les IgG, je dirais, depuis Pasteur. Ce qui est nouveau, c'est, je dirais, l'approche globale avec le panel qui est fait. On ne va pas se limiter au lait ou au gluten. On va faire, comme je l'ai dit, jusqu'à 270 aliments. On peut aussi avoir des approches purement lymphocytaires. En tout cas, c'est ça l'innovation. C'est partir d'un panel d'aliments et pouvoir, à partir de ce panel, sortir un profil de réaction qui est un profil individualisé. C'est-à-dire on n'aura jamais deux profils identiques. Hier, on a parlé de la différence entre méthode et concept. Je crois que c'est assez important. Vous allez avoir des patients, je pense que dans la majorité, vous êtes des thérapeutes. Ils ne sont jamais pareils les uns les autres. Et en fait, la méthode que vous allez leur proposer sera adaptée à leur profil immunitaire. Donc, ce qui nous manquait, c'est vrai, lorsqu'on a commencé dans les années 2000, ça va faire pratiquement 10 ans que les tests existent de ce type-là, c'était effectivement des publications, des études. Il faut savoir que les études sont toujours très longues. Et donc, elles arrivent, c'est nous-mêmes qui les générons, ou en tout cas, on en trouve dans la littérature. Et c'est vrai que vous devez les connaître, mais en fait, on fait de plus en plus le lien entre un état inflammatoire et une consommation... vous voyez, avec des marqueurs, dont le CRP dont on a parlé hier, qui est effectivement la CRP ultrasensible, plasmatique, d'autres indicateurs qui vont permettre d'affirmer, si vous voulez, le rôle inflammatoire que peut avoir une alimentation. Un autre des éléments sur lesquels on s'appuie, j'ai parlé de pédagogie, je ne vais pas revenir sur tout, mais c'est vrai que beaucoup de choses se passent au niveau intestin grêle. C'est un des organes le plus important du corps, tous sont importants, mais en tout cas au niveau de l'échange avec l'extérieur, vous voyez que si on compare avec la peau ou les poumons, on parle de 600 mètres carrés d'échange avec l'extérieur. Pour dire que c'est une paroi très grande, c'est un court de tennis, souvent je le dis, mais ça reste dans les esprits, et au chapitre de la pédagogie c'est important. Mais c'est beaucoup plus important que la peau. On pourrait penser que c'est par la peau que passe le maximum de polluants, c'est pas vrai, et que les poumons. Donc il se passe beaucoup de choses au niveau de l'intestin grêle, il faut le préserver, il va se dégrader, et on a parlé donc de porosité intestinale, de perméabilité altérée, et c'est là qu'il va falloir travailler. Il faut savoir que les allergies dont on parle, de type 3, sont le résultat d'une altération au niveau donc, de cette membrane de l'intestin grêle. C'est sur ce domaine-là qu'on va travailler. Dire aussi, parce qu'on a aussi tendance à l'oublier, et on l'a vécu par le biais de nos thérapeutes qui nous expliquent les cas,
L'exemple, c'est le lait, vous voyez, que l'on va consommer, qui va être un précurseur d'allergie, pas uniquement en tant qu'aliment, mais aussi en tant que cosmétique. Vous voyez, et il ne faut jamais oublier le passage par le derme, l'épiderme, de ces éléments qui sont dans la cosmétique, qui peuvent être aussi dans l'environnement. L'exemple, c'est la lavande, que l'on va retrouver dans des parfums, qui peuvent entraîner des réactions dans des environnements. L'autre exemple, ce sont les moisissures. Hein. Il faut savoir que les moisissures que l'on va inhaler vont pénétrer et vont pouvoir aussi entraîner les mêmes symptômes. Et là, on rejoint l'importance de la bonne anamnèse au niveau du thérapeute. Je ne rentre pas dans les détails, bon, je ne reconnais pas être un spécialiste, mais bon, au niveau de la paroi, vous allez avoir donc un décrochage et vous allez avoir des complexes qui vont conduire à la dégradation au niveau avec les phagocytes. Les complexes vont arracher. Et vous voyez, il faut savoir que l'intestin grêle, c'est 600 mètres carrés, mais c'est aussi une seule épaisseur de cellules. Donc c'est ce qui explique aussi sa grande fragilité. Donc à partir du moment où il y a reconnaissance, la destruction du complexe humain, il va y avoir toute une chaîne de réactions qui va entraîner une lésion. Avec notamment la libération des TNF-alpha, qui est démontrée, hein, qu'on en a beaucoup parlé. Je parlais tout à l'heure des approches médicamenteuses. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de médicaments maintenant qui sont des anti-TNF-alpha. Bon, l'autre approche, c'est éviter la fabrication de ces TNF-alpha. C'est l'approche qu'on peut choisir. Le test, donc, mais c'est qu'un des tests, et je ne suis pas là pour en faire la promotion. C'est un test classique, c'est un test, je dirais, de biologie classique. Pour ceux qui connaissent, c'est un test ELISA qui met en œuvre donc un système de reconnaissance sur microplaques. C'est un test qui peut être fait partout, mais qui ne l'est pas fait en fait parce qu'il est relativement lourd dans sa mise en œuvre. 3 microplaques. On s'appuie sur un réseau de laboratoires. J'en dirai un mot à la fin, mais on est en train d'identifier au Maroc des laboratoires qui seraient capables de faire ça, mais aussi qui seraient volontaires pour le faire. Il faut savoir que lorsque vous lancez une analyse, vous mettez 3 microplaques, vous partez pour 5-6 heures d'analyse, ce n'est pas intéressant. Donc pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait faire cela, on regroupe les analyses et elles sont faites dans des laboratoires sélectionnés. J'en viens à l'étude. Donc, une étude clinique, qu'on appelle d'application, qui a commencé en 2002. Vous voyez qu'elle a impliqué quand même pas mal de thérapeutes. Mais on est parti sur 1500 patients. Et le but, c'était de faire le lien entre l'alimentation de ces patients et le développement de symptômes inflammatoires et de problèmes d'obésité. On a eu le rapport final en mars. On en est arrivé à 949 patients. Il y a eu quelques exclusions. En fait, 949 patients, ça reste quelque chose de, on pense, valable. En tout cas, c'est ce qu'on attendait en termes de poids de l'étude. Voilà. Donc on ne s'est pas, c'est vrai, limité à la question du surpoids, puisque en fait, il y a eu 16 symptômes inflammatoires ou reliés à l'inflammation qui ont été étudiés selon une étude de 0 à 4. Et on a fait donc un contrôle temps 0 et en fait après 8 semaines. Donc les patients ont été sélectionnés avec une cible de patients à habitudes alimentaires un peu désorganisées, comme vous le voyez, un style de vie donc favorable, enfin plutôt défavorable, en surpoids dans la majorité, enfin 62%. Et voilà le résultat du nombre de réactions sur les 270 testés par rapport aux aliments de base. Hein. On teste aussi un certain nombre d'additifs, comme vous le verrez, et colorants. Une moyenne, disons, autour de 40 tests. Distribution de l'âge, bon, je vais pas, vous voyez un petit peu comment c'était distribué. Moyenne entre 40 et 50 ans pour la principale. Vous voyez au niveau de la distribution, vous aviez plus de 60%, comme je l'ai dit précédemment, qui étaient en surpoids, moyenne donc entre les hommes et les femmes. Ce qui est important lorsqu'on applique la méthode, ce n'est pas s'arrêter au diagnostic, c'est de mettre en route l'exclusion, puisqu'il s'agit d'exclusion des aliments qui provoquent. Et donc vous aviez cet élément-là, vous avez plus de 70% qui ont suivi, c'est-à-dire qui ont suivi ce que l'on leur avait indiqué. C'est sûr que ça a une incidence sur les facteurs de réussite.
Très important lorsqu'on met un régime, et on en a parlé, je crois, assez hier, c'est les difficultés que les personnes ont eues à mettre en route, mais aussi à le continuer. C'est-à-dire, on a parlé de l'effet yo-yo, etc. Vous voyez que là, vous avez quand même un retour sur les patients, encore 60-70% qui ont dit, voilà, c'est possible de suivre, de comprendre, de suivre, et puis de répéter. Donc on parle voilà, de moyenne, hein, sur après 8 semaines. Selon le degré de sérieux des patients, vous voyez là on parle de strict compliance, vous avez ici le poids qui est indiqué de perte sur l'ensemble de ces patients. On a 74% de patients qui ont perdu du poids, et voici les moyennes, avec notamment chez les patients obèses, avec et sans, avec le plus de sérieux, vous arrivez à 5,3 de moyenne. On parle de kilos, hein. Bon, là, c'est des cas, c'est assez intéressant. C'est que c'est une personne donc, qui est passée d'un BMI relativement élevé à un BMI de 23,5. Des réactions relativement faibles, puisqu'on parle de réactions de 0 à 4, et 1 et 2, c'est des taux en microgrammes assez faibles, mais quand même, 26 réactions, donc pas non plus un profil très lourd. Mais pendant cette période-là, elle a essayé beaucoup de nouveaux aliments, pas fait particulièrement d'exercice, un grand avantage au niveau de l'hypertension, problème articulaire limité. Bon, après c'est un détail. Donc j'ai dit que ça ne se limitait pas au problème d'obésité, mais tout ce qui est expression inflammatoire. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est de retenir qu'il y a quand même un beau pourcentage sur ces personnes d'effets positifs après 8 semaines. Si on prend les symptômes lourds ou disons assez graves, vous avez aussi des réductions qui sont intéressantes, donc entre la première et puis après 8 semaines. Vous avez tout dans le même sens. J'ai gardé cette slide parce que ça concerne la migraine. Dire aussi qu'en même temps que cette étude est sortie sur le poids, on a 2 autres études, une en Turquie, une aux États-Unis. L'une, c'est la maladie de Crohn, et puis l'autre sur la migraine. Donc là, c'est donc partie de cette étude. On a vu la migraine. La migraine est une inflammation, hein, chronique. Et là, vous avez des chiffres aussi quand même intéressants sur les taux de réduction au début et après 8 semaines. Je crois que ça parle assez par soi-même. Problème articulaire, sur 234 personnes, vous avez les réductions qui sont exposées. Problème purement digestif, c'est là que c'est dans ce domaine-là que les effets sont les plus rapides et les plus évidents, puisqu'on travaille directement sur la sphère digestive. Bon, l'état général, ça c'est le résultat d'un questionnaire. Vous avez des personnes qui s'expriment. Sur la recommandation au niveau des patients, c'est-à-dire c'est vrai que ce test-là, on en parle, c'est un outil parmi tous les outils possibles que l'on présente aux médecins, mais c'est vrai que les personnes qui l'ont fait en parlent, et en général de façon très positive. Donc les problèmes chroniques, on a vu dans cette étude, avaient été améliorés, et qu'au niveau du poids, c'était l'objet de la présentation, on a vu des traits nets, on ne parle pas de grammes ou de centaines de grammes et de kilos. On va à la cause, et ça je pense qu'au niveau thérapeutique c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'on arrive souvent sur des cas où on ne comprend pas, notamment dans le cas de personnes qui clairement consomment très peu de calories. Hein, on voit des personnes qui vont arrêter pratiquement de manger, mais qui continuent à prendre du poids, et on ne comprend pas, ça peut être une des raisons. On parle aussi de tout ce qui est maladie un peu orpheline. Bon, là, je ne vais pas dire la maladie de Crohn, mais souvent les médecins se trouvent bien désarmés par rapport aux maladies de Crohn. Bon, on a des résultats vraiment très intéressants dans ce domaine. Donc, juste au niveau très pratique, si vous avez des questions, je vais passer 2-3 slides. Dire que bon, la technique consiste à éviter les aliments pendant une période d'au moins 10 semaines, les aliments qui sont sortis avec IgJ anormalement positifs. On va au-delà de 10 semaines selon l'indice. Principe de rotation, c'est un principe de base en nutrition. Il ne s'agit pas, lorsque l'on réintègre les aliments, de faire n'importe quoi. L'exemple, c'est la gliadine, c'est le pain, où lorsqu'on a exclu la gliadine, après une période définie par l'indice, il ne s'agit pas de reconsommer tous les jours du pain.
On va réintroduire progressivement, et c'est de la mécanique. Si on réintroduit à forte dose et de façon quotidienne, on rentre dans la routine, la chronicité, et on va recommencer le phénomène. Donc cette notion de rotation, qui est une notion très, je dirais, générale, de manger de tout, pas toujours les mêmes choses, ne pas faire réchauffer les plats, par exemple, pour le lendemain, c'est quelque chose qu'on fait tous, c'est pas une bonne idée tout le temps. Bien sûr, l'hygiène de vie. Il ne s'agit pas de travailler sur son alimentation et en même temps consommer de l'alcool à outrance ou ne pas avoir un minimum de base hygiénique. Donc le rapport, il est personnalisé. Voilà, c'est un rapport qui va permettre au médecin de prendre en charge le patient, lui expliquer quelles sont les bonnes substitutions à faire. C'est aussi un test de tolérance. Sur 270 aliments, la moyenne se situe à 50. Donc il y a beaucoup plus de tests d'aliments tolérés que d'aliments non tolérés. C'est le côté positif. Et c'est dans les aliments tolérés qu'il va falloir puiser pour justement réorganiser sa nutrition, son comportement alimentaire, sa relation aux aliments. C'est tout un travail que beaucoup n'ont pas à faire par eux-mêmes et pour lesquels ils auront besoin d'une aide. Voilà, un témoignage assez intéressant, je ne vais pas tout le lire, c'est le cas qu'on voit souvent, j'ai parlé de problèmes graves et puis qui sont inscrits dans le temps. Vous voyez, des migraines, des gens vivent avec des migraines toute leur vie. Et on leur dit que c'est la génétique, on leur dit qu'il faut vivre avec. Ils sont en fait handicapés parce qu'ils doivent être mis dans le noir, souvent ils ne peuvent pas travailler. Et dans ce cas-là, je n'ai pas les détails, mais je pense très rapidement, c'est-à-dire sur la semaine, les migraines ont disparu. Et c'est aussi un des éléments clés de tout ça, c'est que les résultats arrivent très vite. C'est-à-dire on va pas devoir attendre très longtemps pour voir les effets, mais surtout au niveau du patient, être quelque part récompensé. Et ça peut beaucoup aider lorsqu'on est, entre guillemets, intoxiqué ou accro, comme on dit, à différentes choses. Ça peut aider justement à aller plus loin lorsqu'on voit les effets immédiatement. Bon, cette personne a aussi perdu du poids. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'approche, ce test a été au départ développé, et la méthode en Allemagne, pour des problèmes de poids, effectivement. En France, lorsqu'on l'a introduite en 2003, on a mis ça de côté. On a pensé que tous les aspects, justement, inflammatoires étaient beaucoup plus importants et intéressants à traiter. Mais c'est vrai que le poids va avec. Le corps fonctionne mieux, on a moins de rétention d'eau. Lorsqu'on produit moins de TNF-alpha, on met l'insuline moins en compétition. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne l'ai pas fait dans cette présentation, mais c'est quand même assez bien décrit. Le TNF-alpha est un compétiteur de l'insuline. Et ça, on s'y retrouve après au niveau de l'obésité. Voilà, donc ça c'est les conseils très pratiques. En fonction de l'indice, on va à l'indice 1, vous voyez, réactivité 1 jusqu'à réactivité 4, on va parler d'exclusion d'aliments. Alors, c'est jamais total, puisqu'on fait des écarts, mais c'est un guide, vous voyez. Et en fait, c'est là que le médecin aussi va beaucoup aider, puisqu'en fait, certains médecins vont s'approprier la méthode, vont dire, par exemple, surtout dans le cas de maladies avérées graves, cœliaque et autres, pour le gluten, par exemple, on fait l'éviction à vie. Mais là, il y a une partie qui va prendre en compte l'individu, et qui va prendre en compte l'approche thérapeutique. C'est un guide uniquement. Mais l'idée, c'est de réintroduire l'aliment. C'est de réintroduire l'aliment à terme, progressivement, en faisant attention, c'est-à-dire pas de façon répétée. On a des profils très lourds, supérieurs à 80, on a eu 150, 160 une fois. Là, il faut aussi une stratégie, on ne peut pas tout traiter en même temps, donc on va dans ce cas-là, de façon un petit peu intuitive, traiter d'abord les indices élevés. Alors, quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que ce que je n'ai pas dit, c'est que les IgG que l'on dose sont très stables. Donc, ce sont des marqueurs d'immunité. Ils ne vont pas être le résultat du repas de la veille. Ça, c'est certain. On les utilise en suivi de vaccination 5, 10, 15 ans après les vaccinations. Donc, c'est le même principe. Donc, si vous voulez, ce sont des marqueurs qui vont vous donner une photo certainement instantanée, c'est à partir d'une prise de sang, mais qui peut être utilisée longtemps. C'est à partir de cela qu'on va reconstruire toute son alimentation. Ce qui est certain, c'est que les cellules mémoire peuvent s'éteindre au bout de 2 ans, donc une exclusion totale. Effectivement, on va éteindre la source d'inflammation.
Ce qui est certain, c'est que les personnes font pour la première fois le lien entre un aliment et leurs symptômes et peuvent être capables par elles-mêmes de voir un état d'intolérance réétabli ou une intolérance qui, par rapport à un aliment très précis qui n'était pas dans la liste des aliments testés. Mais un élément aussi important, c'est la variation nocturne du poids corporel liée à la rétention d'eau. Vous savez qu'autour de l'inflammation, il y a de la rétention d'eau et c'est cette rétention d'eau qui peut expliquer la prise de poids pendant la nuit. Donc, un des premiers indicateurs d'un développement d'intolérance, d'allergie de type 3, ça peut être une prise de poids anormale pendant la nuit. Bon, bien sûr, à l'exception pour les femmes des cycles menstruels, où là, on ne peut pas suivre, mais effectivement, pour ce qui est de ces prises de, vous voyez, 300 grammes, 500 grammes, anormales pendant la nuit, on a là le premier indicateur. Ce n'est pas inintéressant de se peser donc régulièrement et de suivre ainsi. Là, c'est un cas très particulier. C'est intéressant, pareil, quelqu'un qui a pris les choses en main, 96 réactions, qui a commencé à se faire du pain sans gluten et qui a perdu 4 kilos et qui ensuite avait un antigène caché, c'était la poudre d'œuf, qui était dans cette préparation de pain et qui a vu son poids reprendre, quoi. Et en excluant cet ingrédient, il y a eu un retour à la normale au niveau de son poids. Pour dire que c'est très important de suivre à la clé très précisément un journal et puis son alimentation. Donc ça demande une démarche proactive du patient qui est une des clés au niveau du traitement de l'obésité. Hein. C'est rendre actif son patient, c'est pas uniquement prendre une pilule qui va sauver les choses, en tout cas pas dans la majorité des cas. Et là, je pense que c'est un des intérêts de la méthode. Voilà. Bon, je ne vais pas être trop long. Prévention des maladies chroniques, bon, c'est prouvé. L'effet sur diminution de l'inflammation, l'effet sur le surpoids, bon, on l'avait vu, maintenant on l'a mesuré par cette étude. Il y en aura d'autres. C'est un effet, on pense qu'il peut être démontré scientifiquement. Après, il y a beaucoup d'autres applications. Je voulais juste dire un mot qu'on travaille dans tous les domaines, sur l'environnement notamment. On a un test un peu équivalent qui s'appelle le test Melissa. C'est un test en fait suédois à la base qui permet notamment de mesurer une allergie de type 4 aux métaux lourds. Donc métaux ingérés à son insu ou de l'environnement ou en dentisterie, c'est très important. Donc c'est une autre approche. On a posé la question s'il existait des outils diagnostiques. Je peux vous dire qu'il en existe. Pas la prétention d'avoir tous les tests. On va parler du test Calux. Je crois que c'est un test norvégien ou peut-être américain, je ne sais plus. En tout cas, il existe beaucoup de tests. Il existe aussi des tests lymphocytaires où in vitro, on va pouvoir prélever donc à partir du sang aussi des lymphocytes et les exposer à des contaminants de toutes sortes et mesurer un niveau de réactivité. Toujours pareil, lorsqu'il y a une chronicité, une problématique chronique qui s'est installée. Donc mon message, c'est de dire qu'il y a des outils qui existent. Ils ne sont quand même pas très connus, c'est vrai. Les médecins ne connaissent en général pas ces outils. Mais quand même, au niveau industriel, on est passé à une bonne étape de mise à disposition d'outils. Et ça, contrôle de l'environnement, contrôle clinique, contrôle alimentaire. Juste pour finir, donc, mon but, c'est au niveau du Maghreb et où il y a le besoin à faire ce que j'ai fait en France il y a maintenant 5 ans, c'est-à-dire établir un réseau de partenaires laboratoires et de médecins. Réseau aussi de scientifiques. On travaille avec des universités, comme je l'ai dit, il y a eu des études de fait. S'il y a des études qui peuvent être faites ici pour coller bien aux problématiques alimentaires, hein, je pense, je ne sais pas, par rapport à... Je pense qu'au niveau de l'utilisation du gluten au Maroc, il doit y avoir une problématique. Hein, ça serait très intéressant de creuser. Ben, nous, on est très ouverts parce qu'on travaille comme ça depuis le début. On ne pense pas faire tout seul, bien au contraire, en s'associant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.